Une vésicule à enlever. Votre père sera sorti dans 20 minutes, affirma la secrétaire, phare impeccable, lunettes à la main. À travers la partie vitrée de la porte, Nazim surveilla un moment les gestes d'Ali sur l'écran d'une télévision intérieure qui surplombait la table d'opération. La salle paraissait étroite. Nazim apercevait l'anesthésiste immobile, visage figé, dans un coin. Un autre aide se dressait derrière une géométrie de flacons et de tubes, issus de l'appareil énorme d'oxygénation. L'atmosphère du lieu à demi éclairé semblait, dans son confinement, d'une irréalité tragique. Le visage masqué d'Ali s'inscrivit à nouveau sur l'écran de télévision. Nazim, en se retournant, heurta la secrétaire. « Allez l'attendre dans son bureau, suggéra-t-elle. Il y a même du café dans une thermos. » Elle suivit des yeux l'adolescent qui s'éloignait le long du couloir. Il ne prit pas l'ascenseur, traversa un hall d'attente encombré, donnant sur 2 salles où recevaient des assistants. Une vieille paysanne l'apostropha en berbère. Nazim s'arrêta. À demi-voilée, une robe flamboyante recouvrant son opulente personne, la femme protestait en montrant au creux d'une écharpe noire qui lui sciait la poitrine un bébé assoupi. Le jeune homme eut un geste d'impuissance, fit demi-tour pour aller chercher une infirmière bilingue. La vieille reprit son discours à l'intention d'Aïcha, la secrétaire, qui répondit dans le même parler rude. Soulagé, Nazim les laissa. Dans le bureau à air conditionné et aux meubles en teck d'un brun luisant, il mit en marche un autre poste de télévision intérieure. Sur l'écran, le chirurgien, qui allait terminer, eut 1 ou 2 gestes brièvement impératifs vers ses aides, puis ses yeux, présents comme ceux d'une femme voilée de la ville, se figèrent en gros plan assez longuement. L'adolescent prit une feuille blanche, un crayon, écrivit rageusement de droite à gauche et en travers de la page, plusieurs lignes obliques en caractères arabes. Il sortit, tandis que le visage de son père disparaissait de l'écran pour être remplacé par la blancheur papillotante du vide. Ali n'utilisait qu'un arabe oral. La charge de ce service de chirurgie générale, un des plus modernes du pays, ne lui avait pas permis, ces dernières années, de se recycler dans la langue nationale. Il téléphona au service tout proche de cytologie, fit appeler Baya, une laborantine originaire de son village. « Fille des Aurès, lui dit-il avec une bougonnerie un peu forcée, j'ai encore besoin de tes services de traductrice, cette fois pour de la littérature familiale. » Elle arriva vite, de sa voix appliquée. Comme l'était toute sa personne d'une rondeur si fraîche, elle lut « Vous avez été, dites-vous, de ceux qui ont craché sur vos pères soumis pour ensuite monter, allumer le feu de la Révolution. » L'arabe est toujours imagé, commenta-t-elle, comme si elle s'excusait. « Est-ce tout ?» coupa Ali. « Attends, il continue ainsi. Les fils ne crachent plus sur leur père pour aller à l'aventure aujourd'hui. Je pars, je ne sais où. Si je reviens plus tard, ce sera pour baiser la main de Sarah. » Un silence. « C'est tout, » finit par dire Baya, qui se mit à tripoter un bouton de sa blouse blanche. « Nous l'avons trop gâté, je l'ai dit 100 fois. Nous l'avons laissé trop libre, marmonna Ali en se levant. Il avait toujours été assez massif, mais à présent il s'alourdissait davantage. Dressé devant la baie, il cacha de son dos large la vue du port. Une 40aine de navires au moins, immobilisés et qui attendaient, des jours durant, l'entrée dans une rade moins encombrée, formait à présent comme des figures fragiles d'un ballet entre ciel et eau. Figés malgré eux, ils devenaient presque irréels devant les regards invisibles des terrasses. Abruptement, Ali pensa à la liberté, ce mot creusant un grand écart furtif dans la dépense de lumière du dehors. Il en eut une sorte de frémissement. Il se retourna, le visage de nouveau durci. « Je te laisse téléphoner à Sarah. » Il hésita. « Fais comme tu veux. Communique-lui le message ou demande-lui de passer. » Je retourne à la salle. Un foie à opérer. J'en aurai pour 3 heures minimum. Il sortit, une tasse de café à la main. Aïcha, sur le seuil, surveillait la jeune femme, comme elle l'aurait fait devant une intruse. « Il s'inquiète, » murmura Baya en fronçant les sourcils. Une fugue d'adolescent. À 15 ans, c'est normal. Elle s'était souvent sentie proche de Nazim. Pour elle, il était surtout un cousin rieur. Elle l'avait même initié, lors de son dernier anniversaire, à 1 ou 2 danses modernes. Baya rejoignit lentement son service de cytologie et remercia sa collègue d'avoir, pendant son absence, surveillé ses bouillons de culture. Une famille entière, venue du sud,
attendaient avec angoisse pour ce jour-là le verdict du cariotype. Leur enfant, qu'ils avaient élevé jusqu'à maintenant comme une fille, semblait être de sexe contestable. Baya se replongea dans la mise à jour des fiches que demanderait en fin de matinée son patron. Hors de l'hôpital, Nazim, en dégringolant une rampe en escalier, espéra trouver quelqu'un de familier pour tenir à voix haute le discours qu'il avait préparé sur son père. De ses 5 ans de maquis, que m'a-t-il raconté? La manière dont il avait ouvert le bal officiel au Kremlin, peu avant les années 60. Ils étaient 5 premiers félagas étudiants à être passés en URSS par les maquis et les pays frères. Et de la vie de maquis, un seul détail misérable. Terrés dans des grottes, ils tuaient leurs poux l'hiver. Un camarade de cette époque glorieuse avait même ajouté devant moi un jour où il était pas mal éméché. On en tuait un tel nombre, et nous étions devenus si experts que les poux faisaient, en s'écrasant sous nos ongles, un vrai bruit de mitraillette. Sarah, qui me disait alors, plus qu'une belle-mère, elle se comporte en compagne de jeu agressive, pourquoi lui reproches-tu une mémoire parcimonieuse? Serait-il préférable qu'Ali, comme tant de pères, fignolât à ton usage une auréole héroïque bien commode? Nazim reprit, comme s'il le savait par cœur, le discours. Il arriva, sans rien voir de la rue, ainsi habité de mots, de véhémence, jusqu'au vieux port déserté, la darse des anciens rois d'Alger. Il s'assit sur un parapet. Un ivrogne en costume européen, un turban sur la tête, la face burinée comme celle de ces aventuriers d'autrefois, saouls de pillage et de puissance, l'apostropha. Nazim refusa de boire avec lui. La bière l'écœurait toujours. L'autre s'endormit, l'adolescent se mit à regarder une rangée d'anciennes demeures de pêcheurs, serrées sous des voûtes successives, en contrebas d'une avenue bourdonnante. Des paysans déracinés y logeaient à présent comme en un souterrain. Les seuls sans doute de la ville à laisser ainsi leurs fillettes et leurs femmes assises dehors, se peignant leurs longs cheveux les unes les autres, avec des grâces de gitanes. Certaines, de loin, commencèrent à se moquer du jeune homme et du vieil ivrogne endormi en boule à ses pieds, le turban sur son visage rougi. Ne plus retourner à l'hôpital. Songea Nazim, puis il s'engourdit de fatigue, face aux pentes étagées de la cité dont les bruits se dissolvaient dans un poudroiement de brume matinale. À l'hôpital, parmi ses assistants, Ali se préparait. L'opération la plus délicate, un foie énorme à ouvrir, très peu de chances de s'en sortir pour ce vieux notable nationaliste. 3 fils du malade, des hauts fonctionnaires raidis d'importance plus que de désolation, attendaient dans le bureau du chirurgien. Le 4e, un industriel de fraîche date et l'habit voyant, se joignit à eux peu après, tandis que Aïcha leur servait en silence le café. Ali opérait dans une seconde salle, plus petite, tout un coin rétréci en triangle. Au moment d'y pénétrer peu avant, masqué et ganté, il avait hésité une seconde. Là, précisément, se souvint-il dans une lancée, se déroulait son rêve des nuits précédentes. Jour de chaleur. La conduite de la vieille Peugeot épuisait un peu plus Sarah alors. Dans le laboratoire de l'Institut de recherche musicale, elle enleva sa veste, retroussa les manches de son chemisier. En se recoiffant, elle passa la main sur son front, prit le temps de se masser 1 ou 2 fois la nuque. Première minute de bien-être physique depuis. Elle dompta sa mémoire. Depuis quelle jouissance? Depuis quelle nuit? Elle s'astreignit à calculer comment rattraper ces 2 heures perdues. Assise, elle manipula le magnétophone habituel, prépara les écouteurs, sortit de sa boîte un rouleau magnétique. Irma, l'ingénieur du son responsable du laboratoire, se mit à raconter avec volubilité le dernier week-end musulman qu'elle passait toujours avec son mari et ses 3 garçons dans une petite ville conservatrice de l'intérieur du pays. La loi est dorénavant appliquée. On n'élèvera plus de porcs nulle part. Nous nous arrêtions jusque-là sur la route à une si charmante ferme autogérée de la plaine où l'on en élevait 100. La charcuterie que l'on achètera sera du sanglier traité. Il y a tant de sangliers dans les bois, maintenant que les métayers abandonnent beaucoup des jardins du Piémont. On exportera même ce sanglier congelé. Sarah, par politesse, gardait les écouteurs sur les épaules. Elle profita du silence pour les mettre à ses oreilles. Elle s'excusa d'un geste du doigt et reprit l'étude des Aoufi de Tlemcen,
chant des femmes d'autrefois. Près de l'appareil, elle disposa 2 feuilles de couleurs différentes. Sur papier rose, elle écrivit nerveusement ce qui l'habitait tous ses jours, tandis qu'à pied ou en voiture, elle parcourait, l'air apparemment absent, les rues de la ville. Comment mettre en musique une ville entière, projet de documentaire. De la même écriture large, sur papier blanc, elle ajouta « Documentaire sur les rues d'Alger. Temps à déterminer, du Haoufi. » Elle hésita sur le dernier mot. Elle se rappela qu'on appelait ces chants de citadine, chants de l'escarpolette. Mais les jeux des jeunes filles sur les terrasses d'autrefois n'étaient-ils pas depuis longtemps révolus? Elle actionna l'appareil. 2 femmes fredonnaient, quasi sans accompagnement, des paroles quelquefois incertaines, comme si leur mémoire, par instant, faiblissait. Sarah, néanmoins, reconnut l'air. Dans son enfance, des tantes, des cousines se mettaient soudain à battre des mains dans une cour, au beau milieu de travaux ménagers. Elles entonnaient ces mêmes chants, insistaient puérilement pour que l'une, en se levant, dessinât d'un mouvement des hanches, le rythme lent et gracile. Sarah se mit à traduire, au fur et à mesure. Salut sur ma maison et sur la pièce du haut. Sarah arrêtait 1 minute la bande, cherchait une approximation des formules arabes. La gorfa, est-ce seulement la pièce du haut? Remettait en marche l'appareil. Ô ennemi des ennemis au toit, l'amoureux des jeunes filles. Les jeunes filles sont passées et t'ont trouvé en train de dîner. Sarah transcrivait plus lentement que le déroulement des vers arabes. Quelquefois, l'une des chanteuses, en se remémorant, s'esclaffait faiblement. La vigne pleine de raisins, le ruisseau plein de poissons, toi qui gravis les montagnes, que le salut soit sur toi, que le salut soit sur toi, ô mon frère, fils de ma mère. Le chant se continuait. Sarah n'inscrivait plus. Les voix des chanteuses. Un enquêteur intervenait pour indiquer qu'il s'agissait de sa mère et de sa sœur enregistrées tel jour de telle année. Débitait les vers déchirés en bribes nostalgiques. Sarah semblait suivre à la trace, maladroitement, quelques chemins de tristesse. Toute une tendresse dont ses voix étaient pleines remontait en nénuphars de l'oubli. Autrefois, dans des patios ouverts vers le ciel, ne demeurait que l'espoir d'une rencontre d'amour en terrasse, qu'un miracle. Violemment, Sarah dévida la bande magnétique en arrière, reprit depuis le début ce même chant, un chronomètre à la main. Elle entreprit de mesurer le temps exact de la première strophe. Irma, bandeau de cheveux noirs tressés au-dessus du front, corps tranquille, s'absorbait debout dans des fiches à classer. Certaines n'étaient composées que de références arabes. Elle les mit de côté. Il s'agissait de chants funèbres des femmes d'une oasis. Laquelle, précisément, quel type de percussion utiliser? Il lui fallait vérifier si l'on avait porté le nom des récitantes, ou si l'indication conservait l'anonymat. Sarah, lors d'une pause, accepterait de l'aider. Irma lui montra les fiches en silence. Sarah, d'un sourire, acquiesça. Le téléphone. Baya, de l'hôpital, lut le message de Nazim. Sarah, qui avait reposé lentement le récepteur du téléphone, resta immobile. Irma s'approcha. Elle crut que la jeune femme avait été saisie d'un malaise. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle, et son accent allemand, trop prononcé, masqua la sollicitude du ton. Sarah se força à bouger, voulut retourner à sa place, puis se décida à prendre les fiches d'Irma en arabe qui étaient posées. Elle se mit à recopier les références. Chant funèbre des femmes de la Gouate, cérémonie prise dans la famille X, le 2e du mois de Moharrem, bobine numéro. Elle laissa en blanc les numéros. Irma avait appris à lire les chiffres hindous. De nouveau devant le magnétophone, Sarah remit les écouteurs aux oreilles. Elle écrivit sur le papier rose « Danse des balcons chargés d'enfants en grappe, enfants rêveurs, espace circulaire ». Elle considéra ces notations comme s'il s'agissait du début d'un poème. Sur la page blanche, en face, elle transcrivit un nouveau chant de femme qu'elle entendait. « Ô maman, ma reine, j'ai rencontré un beau jeune homme. Je lui ai donné la pêche. Il m'a dit « Ô ma reine, je suis malade. L'amour est dans ma maison. » Avec les redites, le chant durait 2 minutes, 20 secondes. Elle nota sur la feuille précédente « Panoramique très lent, de droite à gauche, 2 minutes 20 secondes. » Nazim a fichu le camp, se dit-elle enfin, surgit tout écorchée hors de la musique, et elle se demanda, à cause des écouteurs, si par hasard elle avait parlé haut. Étrange. On pourrait imaginer un monde où les femmes, j'allais dire, nos femmes, au lieu d'être invisibles,
serait rendue sourde. On déciderait d'un âge d'intronisation dans l'interdit, d'une cérémonie, de tout un rite. Ce serait pour leur maître, comme moi maintenant, mais définitivement des barrières énormes sur les oreilles. Elle n'écouterait plus personne, et ce serait un crime d'honneur, au cas où un mâle, d'ailleurs, ou d'ici même, tenterait de se faire entendre d'elle. Elle ne percevrait que leur gargouillis intérieur, cela jusqu'à ce qu'elle devienne vieille et n'enfante plus. Elle rêva, remit en mouvement le ruban magnétique pour écouter, dans un espace sonore neuf, un solo de flûte. Une crise d'adolescence, concluait Irma qui avait dû dire plusieurs autres phrases sans que Sarah levât la tête. Elle fixa Sarah de l'air gêné de ceux qui présentent leurs condoléances, reprit ses fiches arabes traduites, puis sortit du laboratoire dignement. Dans la salle de chirurgie, tête aux yeux bandés, profil de pierre renversé. Le malade est mort sur la table. L'anesthésiste redouble d'efforts 2 minutes encore. Grondement de l'appareil d'oxygénation. Silence creusé parmi les 6 ou 7 masques blancs. Geste des gants en accélération irréelle. Cadavre, irrévocablement. Nerveusement, Ali donne l'ordre de recoudre le corps. Il sort le premier. Les 3 fils hauts fonctionnaires attendaient, l'industriel étant parti après 1 heure d'impatience. Une cirrhose au dernier degré, expliqua Ali sans façon, après avoir annoncé l'issue fatale. Si vous préférez parler d'un cancer généralisé pour que vos épouses croyantes ne soient pas choquées, à votre aise. Ce sont vos soucis de famille. Merci, professeur, remercia l'aîné qui prit la concession pour une faveur rendue à sa haute fonction. Et il toisa ses frères sans réplique. Ali quitta l'hôpital. Un mort sur table, il savait comment l'oublier. Il prit la voiture, s'éloigna de la ville par la route de Corniche-Ouest et s'arrêta un peu plus tard chez le peintre, son seul ami. Celui-ci, dans une villa humide, vivait confortablement, c'est-à-dire sans manquer d'alcool. Dans le vaste jardin délabré, des tentes s'ouvraient. Le maître des lieux apparut en short, échevelé. Il expliqua aux nouveaux venus « 15 Palestiniens vont s'installer. Depuis 2 ans, ils sont stagiaires en hydrocarbures. L'Institut ferme l'été. La direction n'est même pas fichue de prévoir où mettre les frères. Ils sont venus protester. Au lieu d'aller insulter des fonctionnaires, je préfère qu'ils restent ici. La plage n'est pas loin. » Pour le peintre, plutôt un poète. Mais c'était sa peinture qu'il vendait aux nouveaux nantis, tandis que ses invectives journalières lui assuraient d'innombrables inimitiés. La guerre nationale n'avait pas duré 7 ans, mais se prolongeait au moins de 70 autres. Il y était donc encore. Peut-être que l'amitié palestinienne réussirait enfin. À quoi? À te sortir de la haine, ricana Ali, s'installant à l'intérieur, sur un matelas, au milieu de portraits de mères décharnées et accusatrices, certaines dans un ciel bleu, d'autres sur fond presque noir. La haine, siffla le peintre en apportant à la fois thé et whisky. Nous la suçons avec le lait de nos mères exploitées. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas seulement le colonialisme l'origine de nos problèmes psychologiques, mais le ventre de nos femmes frustrées. Foetus, nous sommes déjà condamnés. Nourris-moi d'abord, gémit Ali. Je suis allé chez les fous ce matin, commença le peintre, après le premier verre. Je dessine pour eux. Comme si j'avais à leur enseigner quoi que ce soit, tout comme toi, professeur, ricana-t-il. Or, passant d'une cellule à l'autre, qui je découvre isolée, enfermée depuis 4 ou 5 jours, Leila. Oui, la grande Leila, l'héroïne. Si elle se drogue, on s'en fout, fait-elle du mal aux autres, à ceux qu'on a décorés avec elle? Certainement pas. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je crié. Elle a pleuré en me voyant. J'ai tout ouvert, bousculé tout le monde. Je l'ai emmenée sur le champ. J'ai maudit les psychiatres et leurs cliques. Quand ils arrivent dans ce foutu pays, qu'est-ce qu'ils comprennent à toi, à moi, à Leila? Elle a eu le cafard, elle est tombée dans les pommes. Et alors? Condamnée à mort à 20 ans, des années de prison hier et on l'enfermerait encore. Ils osent. Au nom de la science, cette putain, je l'ai amenée ici, je vais la guérir. Après une méditation, le peintre avoua. Puisque tu débarques, vieux, autant te le dire à toi le premier, je décide de l'épouser. Je suis le seul mâle ici qui refuse, sous tout prétexte, d'enfermer une femme. Chez moi, elle sera sûre de s'envoler en toute sécurité. Il avala d'un trait un autre verre. Tu crois qu'elle sera d'accord, elle?
répliqua Ali. Ton doute me blesse, déclama le peintre qui inclinait vers un début d'ivresse douceâtre. Leila, en se réveillant, mit un disque, une vieille chanteuse juive qui lui rappela son enfance, et que son oncle, un boutiquier de la Casbah, faisait venir à chaque cérémonie familiale. « Qu'est devenu mon ami, lui qui était avec moi ?» chanta Myriam Fekei, dont la voix nostalgique consolait les femmes alanguies des patios d'autrefois. Sur le lit, en écoutant sans relâche le même disque, Leila se replongea dans les images flottantes de son cauchemar. Regard de femme voilée en blanc ou en noir, mais le visage libre, qui pleurait silencieusement, comme derrière une vitre. Et Leila se disait, le corps endolori, qu'elle pleurait, ses tantes et ses aïeuls, disparus, sur elle, sur sa mémoire défaite. « Quitter définitivement la ville », gémit l'héroïne. « Qu'on me donne un bébé qui vient de naître, mes seins gonfleront enfin de lait, et je pourrai partir, pieds nus sur les chemins, jusqu'à la Khedidja. » Sarah, son travail fini, erra un moment dehors, tournant autour de la place du cheval, le cheval du général Bugeaud déboulonné dans la liesse d'hier. Des rôdeurs la frôlaient, mais aussi quelques enfants dans des jeux éclaboussés. Là, la file des ménagères aux arrêts encombrés des bus. Plus bas, comme abrités sous des feuillages, les mâts du port s'enchevêtraient. Sarah fixa une façade précise, non loin du théâtre municipal, près d'une rue en arcade. Un balcon désuet, le seul sans rideau et ouvert. Chaque jour au même instant, vers 6 heures de l'après-midi, une femme en jupe longue, corolle orange vif, surgissait en soulevant à demi un enfant de 4-5 ans. Ses bras esquissent une danse, la même tous ces jours. Elle virevolte une première, une deuxième fois, puis s'immobilise comme suspendue, lointaine, à demi penchée au-dessus de la place bruyante. 3 jours successifs, durant sa recherche sur les images son du documentaire, Sarah observait le manège avant de regagner sa vieille voiture. Elle conduit dans le tohu-bohu, ne parvient pas à oublier l'inconnu. Est-elle enfermée à clé pour qu'elle se venge ainsi, par cette crise gratuite de danse gaie? Ou est-ce l'enfant qui réclame l'espace, la liberté? Au volant, Sarah songe à l'entassement des enfants dans les chambres hautes, aux multiples balcons, persiennes fermées qui ceinturent le front des rues. Elle songe aux femmes cloîtrées, même pas dans un patio, seulement dans une cuisine où elles s'asseyent par terre, écrasées de confinement. Coupure d'eau trop régulière, odeur des urines d'enfants, criailleries, soupirs. Plus de terrasse, plus de trouées du ciel au-dessus d'un maigre jet d'eau, pas même la fraîcheur consolatrice des mosaïques usées. Les seules femmes libres de la ville sortent en file blanche avant l'aube, pour les 3 ou 4 heures de ménage à faire dans les bureaux vitrés des petits, des moyens, des hauts fonctionnaires qui arriveront plus tard. Elles pouffent de rire dans les escaliers, rangent les bidons l'air hautain, relevant lentement leurs coiffes superposées, tout en échangeant des remarques ironiques sur les chefs respectifs des étages, ceux qui, protecteurs, les questionnent sur les études des enfants, et ceux qui ne parlent pas, parce qu'on ne parle pas aux femmes, qu'elles travaillent dehors ou qu'elles soient, comme les leurs, objets de représentation. Les femmes libres de la ville repartent chez elles, rêvent devant un café sur la table basse, au fils aîné qui grandira, qui, sûr, deviendra lui aussi un de ces chefs d'étage. Elles pourront enfin fermer leurs portes et surveiller à leur tour les jeunes filles pour les maintenir à l'abri, entre des murs. Interlude. Dans le verger, près des 4 orangers et du citronnier lourd de fruits, les filles du Hazab dansaient. La voix du vieux, on appelait ainsi le chanteur algérois le plus populaire, du moins parmi les adolescents en désarroi et les intellectuels déracinés, avait des sursauts comme des hoquets. Le chant andalou, chez les autres immuables, se chargeait chez lui d'un dérisoire mi-ironique, mi-désespéré. Folklore cassé, son écho hantait les terrasses. Le luth soutenait d'abord sur un rythme lent le chanteur. C'était le vieux lui-même, irrégulier et fantasque dans ses ruptures, qui marquait à sa guise l'accélération. Un chœur de voix sénile le suivait avec peine. À la reprise de l'orchestre, un groupe de fillettes très jeunes qui évoluait sous le citronnier se forma. Hanches rondes ou minces, se dessinaient à travers le feuillage et ses fruits, malgré la pénombre, et l'on apportait un bougeoir qui fut posé sur la dalle. Finale d'une partition. Rire entrecroisé des danseuses au fond.
Anne est assise sur le seuil des chambres basses, près de la mère de Sonia et d'une vieille enturbanée qui décore de paillettes multicolores des pâtisseries, losanges gonflés d'amandes. Genoux ouverts et bras tendus comme si elle avait laissé tomber un poids, Anne écoute appels ou exclamations juvéniles sans les comprendre, retient le son cristallin d'un rire, le trémolo guttural d'une phrase. Une fillette d'une dizaine d'années fit irruption. Un pantalon bouffant trop large sur ses jambes maigrelettes, le fez du père couvrant à demi ses cheveux crêpelés. Armée d'un bâton, elle se lança dans une turquerie trépidante, un maître de maison battant ses 4 femmes. Dans le fond du jardin, le jeu dériva en gestes obscènes, en criailleries. La mère grasse et joviale, un fin tatouage entre les yeux, se tourna vers Baya, venue directement de l'hôpital. Elle lui demanda de transmettre à la Française son plaisir d'hôtesse de la recevoir et d'expliquer. Ce soir, veille de la circoncision de notre dernier. Que Dieu nous le garde. Pour sa protection et son bonheur futur, nous lui mettrons un peu de henné sur les mains. Baya commenta ce retour au folklore, une petite tache rouge dans les paumes, alors qu'autrefois, précisait-elle, c'était toute une cérémonie. Mains jusqu'aux poignets, pieds jusqu'aux chevilles, toute la nuit, emmailloté dans la pâte flamboyante du paradis. Le folklore, ainsi conservé en famille comme le seraient des confitures, nous rassure, intervint Sonia en dénouant ses cheveux. Le vieux reprit une nouvelle composition après une ouverture de guitare et de luth. Le prélude avait semblé éparpiller l'obscurité partout. Quelqu'un avait éteint les chambres du premier, sans doute un cousin venu épier les danseuses dans le noir. « Ce sont eux qui se cachent alors, » suggéra une rieuse. « L'effronter, » protesta une autre. « Nous sommes si tranquilles, loin des hommes. » Baya considérait Anne en véritable étrangère. Celle-ci dit par hasard qu'elle arrivait de Lyon. La jeune fille aussitôt d'évoquer avec un plaisir volubile un stage d'études à Lyon, 2 ou 3 années auparavant. C'était là qu'elle, la première du pays avec 3 garçons, s'était initiée à la cytologie. Le professeur Monod, prix Nobel, précisa-t-elle. En visite, dans le service, lui avait personnellement prodigué des encouragements. On explique aux parents que sur les 46 chromosomes de la cellule sanguine, les 2 derniers XX ou XY vous donnent la nature du sexe. Notre service, le seul dans le pays, examine les anormaux. Elle donnait les explications avec bonne volonté, comme elle l'aurait fait pour des recettes de pâtisserie. Chez nous, on établit le karyotype seulement à partir des cellules sanguines périphériques, pas encore à partir du prélèvement de la moelle. « Quelle est la normale du jour ?» demanda la sœur de Sonia qui pratiquait le judo et qui, à chaque visite de Baya, suggérait de tranquilliser le père en lui mentant. Après tout, pourquoi son dernier chromosome ne serait-il pas un Y, non un X? Une lettre a changé, soupirait-elle emphatiquement, et tout, vraiment tout ici, serait changé pour nous. Aujourd'hui, murmura Baya, c'est un garçon de 12 ans amené du Constantinois. Il ne peut marcher, à peine se tenir debout. Sa pauvre mère effondrée ne peut plus cacher l'horrible secret. La mère et la vieille enturbanée étaient remontées à l'étage, le plateau de gâteau sur les bras. L'odeur de la menthe, qu'on préparait pour le thé, se répandit tandis qu'on rallumait au premier. Mon anormal d'aujourd'hui, reprit Baya, qui glissait ses doigts dans ses cheveux noirs et les tirait lentement. Eh bien, il avait un sexe énorme. Vraiment, un sexe d'éléphant. La lumière ramène les moustiques, protestaient au fond 2 ou 3 voix de danseuses. Le vieux, sur le micro si long, reprit nasillard, et pour la 3e fois son couplet, sans le moduler selon la tradition, en le lançant plutôt, en net désaccord sur le rythme, comme un sarcasme. Je lui ai dit, mon amante, mon habitude, Myriam, de ton regard plein de promesses, fais-moi renaître au bonheur. Après le thé, décida la mère qui revint poser la table basse près d'Anne et de Baya, tu verras mon fils en gandoura, beau comme un ange, mon unique. Baya traduisit et précisa qu'à minuit seulement, le henné s'amollirait sur les paumes. Sonia s'était arrêtée de danser. Elle s'approcha, les épaules nues, rieuses, croquant à pleines dents dans un citron aussi gros qu'un pamplemousse. Elle entendit un à Anne qui refusa. Le vieux déroulait toujours sa complainte au luth. À un étage de la maison, tout en l'écoutant, le Hazab tentait de dormir. Chaque nuit,
Malgré la musique et l'odeur des pâtisseries, il ne se sentait pas tout à fait chez lui. Il mit son malaise sur sa déception récente, se résigner à faire circoncire son fils par un médecin et non par le sacrificateur des jours d'hier, en général l'homme du village ou du quartier, qui avait le couteau le plus rapide. Ces habiles d'autrefois, certains étés, ne savaient plus où donner de la tête. 10, 15 ou 20 garçonnets à ensanglanter en un seul après-midi, parmi les cris stridents des femmes, le prépuce sautant dans des serviettes emplies de fleurs de jasmin. Jour de fête disparu. Le Ahzab soupira. Cette même nuit, Sarah avait décliné l'invitation de ses amis. Allongée aux côtés d'Ali dans l'obscurité, elle imaginait leur chambre tel un temple, profond et vide. Comment aurais-je pu rester parmi elles quand l'enfant... Où dort-il à présent? Elle pensa à un bain mort, des têtes de paysans amoncelées sous des couvertures, ou peut-être un coin de cave d'immeuble. On parlait de jeunes filles, souvent des lycéennes, qui faisaient des fugues si le père soupçonnait quelque amourette. Sarah rêva à une camaraderie sacrée d'adolescents révoltés, et les rues en pente de quartiers qu'elle aimait, le jour lui parurent des corridors menaçants. Nazim et sa silhouette longue, osseuse, son regard devenu mobile, son tic, l'index derrière le pavillon de l'oreille droite pour la frotter. Il aurait dû traverser l'adolescence avec une circonspection tranquille. Or, depuis 6 mois, il refusait le lycée, distribuait ses affaires personnelles. Il lui arrivait de déambuler en haillons. Il avait 5 ans. 5 ans et 3 mois quand je l'ai vu la première fois. Son regard alors trop sérieux posé sur moi gravement. « Sauras-tu m'aimer » a-t-il dû penser. 10 ans après, je n'ai pu rétablir la distance entre le père et le fils. Au moment d'épouser Ali, elle avait longtemps hésité. Non parce qu'Ali, veuf, avait un enfant à élever, non. Pour le mariage, tout bonnement. Après une adolescence passée en prison, des chambres murmurantes, pleines de compagnes, elle avait prolongé outre mesure ses années d'université. « Que faites-vous » lui avait demandé protocolairement Ali, présenté dans un couloir d'hôpital. « Je marche toute la journée » avait-elle répondu. « Je ne me lasse pas de marcher dehors, savez-vous » Elle se retourna dans la couche vers l'homme endormi, ses yeux enfoncés, sa barbe mal rasée et son haleine d'alcool, ce soir, par exception. Elle l'avait épousé. Ses errances du jour avaient gardé leur dessin de cercles vagues, improvisés, dans l'espace vibrant de lumière intarissable. Mais elle revenait désormais au même point de départ, ce lit à deux, ce corps d'homme. Endormi ainsi, il m'attendrissait autrefois. Je le sentais pourtant fermé, comme sur des secrets insoupçonnables. Sommeil noué sur lui-même. Son corps ne frissonne même pas. Pareil serait-il mort. Opaque, un homme reste toujours opaque. Le matin, elle ouvrit très tôt les volets. Dans la cuisine, elle écouta de la musique. Fit quelques légers mouvements de gymnastique devant une fenêtre ensoleillée. Elle revint dans leur chambre avec un plateau. Ali se réveillait. « Je t'apporte le petit déjeuner. La radio vient d'annoncer que la ville sera propre. Les camions-bennes de la voirie, les géants qu'on attendait, ont été livrés malgré l'encombrement du port. Les boueux travaillent depuis 4 heures au moins. Dehors, les rues en pente ruisselaient d'eau neuve. » Hors de leur immeuble, Ali et Sarah remarquèrent que la puanteur des pigeonniers d'une villa voisine avait disparu. Son jardin embaumerait ce soir à leur retour. Un jasmin en fleurs en enveloppait le grillage. Sarah quitta Ali près de son hôpital. Elle s'aperçut seulement alors qu'elle avait parlé depuis son lever, dans un début de gaieté persistante.